Bonjour et bienvenue aux personnes qui nous rejoignent en ligne. J'ai le plaisir, nous sommes donc Finance Innovation, un pôle de compétitivité mondiale dédié à la finance. Cette matinale sur les nouveaux horizons d'investissement va vous permettre de partager avec nous les expertises de nos invités dans le cadre de 2 tables rondes successives. Une première table ronde sur l'intelligence artificielle au service de l'épargne réelle, où nous aurons le plaisir d'accueillir Denis Lehmann, Dominique Stucki, Florent Poux, Alexandre Préchet et Vivien Brunel pour les faire parler. Puis, à la suite de cette première table ronde, une deuxième sur les nouveaux horizons d'investissement pour épargnants et investisseurs, où là, on va plus accueillir des invités qui sont, je dirais, sur des outils ou des solutions s'appuyant sur des instruments financiers en valeur mobilière et immobilier existants, mais apportant un angle d'approche un peu disruptif ou résolvant certaines problématiques qui vont de la liquidité ou de nouvelles façons d'investir dans des supports durables, mais pas forcément ceux auxquels on a l'habitude. Je vais maintenant passer la parole à Vivien et je vous souhaite une excellente matinée. Merci Vincent. Donc nous allons démarrer cette première table ronde sur le thème de l'intelligence artificielle au service de l'épargne réelle. Merci à Finance Innovation de nous accueillir tous les 5 et d'avoir organisé cette conférence et d'avoir réuni également ce beau panel. Alors, à ma gauche, pour représenter un certain nombre de métiers, on va commencer par Denis Lehmann sur gestion d'actifs. Je vous laisserai vous présenter et décrire un petit peu votre activité, votre contribution à ce domaine qui est l'application de l'intelligence artificielle à l'investissement et à l'épargne. Denis, bonjour. Bonjour. Nous accueillons également Alexandre Péché. Alexandre représente les éditeurs de logiciels, Upsideo, en l'occurrence. Bonjour Alexandre. Nous accueillons également Florent Poux, CTO d'Upside. Upside, bonjour. Florent, vous allez représenter la tech aujourd'hui, ce matin, dans ce panel. Bonjour. Et enfin, Dominique Stucki. Bonjour. Vous allez représenter la loi. Et donc, vous êtes avocat associé chez Pledge Avocat. Voilà, pour ma part, je me présente, Vivien Brunel, je suis associé au cabinet Nexialog Consulting, qui est un cabinet spécialisé en gestion des risques pour les institutions financières, banques, assurances, mutuelles, asset managers. Et je suis très heureux d'animer cette conférence ce matin. Alors, sans plus tarder, on va démarrer. On va démarrer avec vous, Florent. Florent, donc vous êtes le représentant tech ce matin. Vous développez des solutions visant à passer du prompt à la stratégie d'investissement. On parlera peut-être des bénéfices de votre solution dans un second temps, mais déjà, dans un tout premier temps, décrivez-nous un petit peu votre société, votre rôle, et puis ce que vous développez. Yes, avec plaisir. Donc du coup, je suis CTO chez Upside. Et notre mission, on va dire finale, un peu ambitieuse, c'est de permettre d'automatiser à peu près n'importe quoi sur les marchés financiers. Aujourd'hui, on permet de passer d'un prompt, donc un texte, une idée de stratégie de trading ou d'investissement, à une stratégie complètement backtestée et qu'on peut exécuter sur les marchés, actions, forex, crypto, etc. Vraiment, l'idée, c'est de partir d'un texte très simple à une fiabilité accrue. Par exemple, une stratégie très simple, ça pourrait être dire je veux acheter l'action Apple tous les lundis matins. Ou alors, ça pourrait être une stratégie plus orientée trading avec des indicateurs techniques, une gestion du risque un peu plus poussée. Par exemple, je veux acheter le Bitcoin quand il y a une divergence sur le RSI avec un stop loss à tel niveau, un take profit à tel niveau. Voilà, on peut rentrer plus dans la technique comme ceci. Nous, à terme, on vise de pouvoir automatiser des tas de choses. Par exemple, moi, j'aimerais acheter l'action Apple si Trump annonce l'annulation des tarifs avec la Chine. Voilà, par exemple, ce genre de truc sur lequel on travaille en ce moment.
C'est une forme de smart contract. Je sais pas si une smart contract, en tout cas, c'est vraiment en fait ce qu'on développe, c'est ça, ça s'appelle un agent. On a des agents qui collaborent entre eux pour automatiser des tas de choses sur les marchés. Et donc vous utilisez l'IA générative pour faire ça. Expliquez-nous peut-être en Exactement. On utilise de l'IA générative. Donc l'IA générative, c'est ces IA qui sont très tendances. Donc nous, on utilise des LLM, donc des IA génératives textuelles, qui permettent en fait de comprendre un petit peu le contexte dans lequel ils se situent. Donc nous, on leur a donné un contexte orienté trading et finance, bien entendu, et qui permet du coup de passer d'un prompt à un code informatique qui va être le code de la stratégie. Tout ça, c'est transparent pour l'utilisateur. Lui, il voit jamais le code. Mais l'idée, c'est passer d'un prompt à un code que nous, on insère dans un moteur de backtest qu'on a développé en interne sur les dernières années, qui sort un backtest, qui sort des métriques, et ensuite qui permet de déployer ça sur notre infra directement pour l'exécution en live. Et donc oui, l'IA générative est au cœur de tout ça. En fait, l'IA générative, ça sert simplement à faire le pont entre la connaissance métier et l'exécution, où en fait l'idée c'est un petit peu de se démarquer de tout le process qu'on connaissait avant. Je reviendrai après avec les avantages dans le tour numéro 2. Mais voilà, l'idée c'est d'accélérer le process ou tout simplement de le rendre possible. Parce que pour un épargnant qui connaît le trading ou l'investissement, il n'était pas forcément développeur informatique, il n'est pas forcément la donnée à dispo. Donc nous, on permet d'éliminer tous ces intermédiaires-là. Et vos clients, qui sont-ils? Et nos clients aujourd'hui, donc c'est les traders, investisseurs particuliers. Donc on est sur du marché retail. Aujourd'hui, on estime qu'on commence à adresser du marché B2B, l'asset management, les constructeurs de portefeuille. Mais pour beaucoup, ils ont besoin davantage de données. Par exemple, les données macro, les données de news, pour pouvoir vraiment automatiser tout leur portefeuille comme ils le souhaitent. Mais on commence quand même à travailler avec quelques pros d'asset management pour construire des stratégies de trading quantitatives. Et en matière de concurrence, est-ce que déjà des fonds, des hedge funds sont positionnés sur ce segment-là, et ou bien d'autres boîtes tech qui produisent ce type de solution? À notre connaissance, en boîte grand public, on est les seuls à proposer de passer vraiment d'un prompt libre à une stratégie de trading. On fait de la veille, hein, bien sûr, concurrentielle. On n'en a pas encore trouvé. Ce qui se rapprochait plus de nous, je dirais, c'est les boîtes qui proposent de faire de la création de stratégie avec des blocs. Où en fait, on viendrait créer un premier bloc, puis le relier à un autre, puis à un autre. Donc, l'inconvénient de ça, c'est qu'on est quand même très enfermé dans ce que la boîte veut proposer comme bloc. Si on veut sortir un petit peu de ce paradigme-là, on est bloqué, parce que les blocs ne le permettent pas. Donc, en boîte grand public, nous, on ne connaît pas d'autres boîtes qui font ça aujourd'hui. Et après, dans les hedge funds, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, je ne pourrais pas vous répondre. Merci, Florent. Autre chose à ajouter sur ce point? Non, après, je vais libérer la parole et je répondrai plus aux avantages que ça peut apporter dans le tour numéro 2. Oui. Alexandre, on passe à vous. Alexandre, donc vous éditez deux logiciels, deux solutions, Juliette et Flow, dont une, Juliette, digitalise complètement le parcours client. Vous allez nous expliquer dans quel domaine et à quel client ça s'applique, et puis comment vous faites. Merci Vivien. Oui, effectivement, donc Alexandre Péché, je suis co-dirigeant de Psydeo. On est éditeur de logiciels pour les établissements financiers. Donc, on a des clients qui sont des banques, des compagnies d'assurance, des sociétés de gestion, des prestataires de services en investissement, des courtiers grossistes et aussi des cabinets en gestion de patrimoine. Alors, on a à peu près une trentaine de banques et à peu près 1000 utilisateurs gestionnaires de patrimoine. Donc, on a monté effectivement deux produits, Juliette et Flow, comme tu le disais. Juliette, c'est un parcours de souscription complet avec plusieurs étapes. C'est l'entrée en relation, c'est la souscription de contrat d'assurance vie, la souscription de compte titres, de SCPI, de produits type private equity. Ce sont toutes les opérations après-vente. Et puis, c'est le rappel des informations sur un extranet en allant chercher les positions et mouvements, quoi. Voilà. C'est Juliette, donc un parcours complet. Et puis, on a un deuxième produit qui s'appelle Flow, Juliette et Flow,
qui est plutôt un produit back, middle back, qui se décompose en deux. C'est la gestion des distributeurs et la gestion des fournisseurs de manière contractuelle. Une compagnie d'assurance qui a un réseau de distribution de plusieurs milliers de distributeurs, eh bien, il faut signer le contrat, il faut signer des avenants en masse, il faut vérifier les agréments, il faut connaître son distributeur. Et la même chose en miroir sur les fournisseurs pour les asset management, par exemple. Donc, voilà. Et puis, l'autre partie de Flow, c'est la gestion des rétrocessions. Une compagnie d'assurance, une plateforme doit toucher des commissions de ses fournisseurs, les asset managers. Et puis, la compagnie ou autre établissement qui a un réseau de distribution va redonner une partie des commissions à ses distributeurs. Donc, l'outil recalcule jusqu'au paiement, en fin de compte. Donc, Juliette plus Flow permet de monter de manière quasiment globale un outil front-to-back pour monter une entité B2B2C telle qu'une plateforme, par exemple. L'IA, dans tout ça, l'IA, effectivement, est un outil formidable. On parlera après de ce que ça apporte en réalité, mais on a plusieurs cas d'usage dans Juliette, notamment dans l'entrée en relation. Le premier cas d'usage, ça va être le contrôle, la conformité, le contrôle des incohérences. Quand vous avez un questionnaire qui est très large, il peut y avoir des incohérences. L'IA peut balayer sur le recueil d'informations et sur la LCBFT toutes les incohérences, le justifier, ce qui permet au conseiller de revenir en arrière. Donc, en termes de conformité et de risque, ça a un sens. Le deuxième cas d'usage, ça va être la stratégie patrimoniale par IA. Un conseiller financier qui a des clients pour lesquels il a énormément d'informations dans un recueil d'informations, dans de la saisie, etc., eh bien, ça va consolider ces informations et ça va pousser des pistes de stratégie patrimoniale justifiées. C'est extrêmement pertinent, extrêmement pertinent. Et puis, en IA générative, on a un troisième cas d'usage, ça va être la justification. Quand vous êtes dans le courtage, vous avez un parcours dit DDA, où il va falloir, le conseiller, le courtier va proposer un contrat. Eh bien, dans toutes ces étapes, à un moment, il faut justifier. Mais il faut justifier que ça soit personnalisé dans ce cadre-là. Donc, ça reprend l'information du recueil d'informations et ça va édicter un texte. Alors, bien évidemment, c'est de l'assistance. On en parlera après. Mais c'est réellement du gain de productivité. Voilà. Et puis, peut-être le dernier point, c'est de se conformer à l'IA Act pour qu'on puisse avoir une traçabilité de tout ce qui se fait avec un comité éthique si jamais il y avait un biais quelque part. Voilà, on est à cette étape-là aujourd'hui. Voilà. Merci. Bon, c'est vrai que ces IA s'adressent à un public assez large, donc que ce soit vos CGP, les brokers. Est-ce que vous avez des retours sur comment il l'utilise, c'est-à-dire est-ce qu'il utilise un peu les yeux fermés? Bah oui, mon IA m'a fait un compte rendu, je le lis à moitié, ça me va bien, j'envoie, et puis les retours clients sont parfois un peu mitigés, ou bien au contraire, vous avez assisté à une véritable adoption. C'est-à-dire, c'est considéré comme un assistant, pas plus, et tout le monde fait quand même bien son boulot, que ce soit l'IA ou bien l'humain. Quels sont les retours là-dessus? Oui, on a des retours, effectivement. Aujourd'hui, nos clients sont des professionnels de la gestion de patrimoine, que ce soit les institutions financières ou les gestionnaires de patrimoine, sont des gens qui sont extrêmement professionnels. Mais ce sont des gens aussi qui sont extrêmement pris par le temps. Et si demain, ils ont une assistance avec ce type d'outils, ils sont pas du tout opposés à ce qu'on les aide, ça c'est certain. Après, l'avantage de l'IA, c'est que ça va chercher la donnée. C'est ça aussi qui fait gagner du temps. Parce que rédiger un texte, tout le monde peut le faire. Je veux dire, il connaît son dossier, le gestionnaire de patrimoine. Sauf que là, ça consolide, ça va chercher la donnée. Et parfois, il y a vraiment beaucoup de données. Beaucoup de données. Ça fait gagner du temps. Et effectivement. Alors, je me tourne à présent vers Denis. Denis Lehmann, donc vous êtes directeur de la gestion actifs mobiliers chez Swiss Life Asset Managers.
L'IA chez un grand acteur du management, quels sont les usages? J'imagine aussi que ça va chercher beaucoup de données, ça consolide beaucoup d'informations, ça produit, ça délivre. Est-ce que ça va un peu plus loin? Ça va un peu plus loin, mais on va commencer par l'usage de l'IA chez Swiss Life. Chez Swiss Life AM, en fait, notre vision a été au départ d'augmenter comme tout le monde la productivité. C'était ce qui est le plus important dès le départ, et ce qui a de moins coûté aussi pour commencer à travailler sur l'IA. On avait commencé par l'automatisation avec des sociétés comme UiPath, etc. Mais c'était beaucoup trop étroit dans l'utilisation et surtout dans l'épaisseur après de ce qu'on pouvait en faire. On est vite passé sur l'intelligence artificielle. On parlera après de quelques usages, mais ce qui était important là, c'était qu'on puisse avoir des moteurs, mais des moteurs intelligents. Je vais vous donner quelques exemples. On est aujourd'hui, pour ceux qui utilisent Copilot par exemple, parce que c'est vraiment le b.a.-ba aujourd'hui sur Microsoft, on parlait tout à l'heure de rédaction de rapports, etc. Aujourd'hui, lorsque vous faites un Teams, ou lorsque ton meeting, lorsque vous enregistrez votre meeting, vous avez un compte rendu qui est fait automatiquement. Alors là, il faut le relire, hein. De temps en temps, il y a quelques coquilles, c'est assez marrant. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est traduit instantanément. Que vous voyez en chinois, en japonais, en français ou en allemand, vous l'avez. Et demain, Copilot va vous permettre là aussi, pour accélérer, de pouvoir parler dans votre langage naturel, sur Teams par exemple. Et l'allemand vous entendra parler allemand avec votre voix, et l'IA va déformer vos lèvres pour que ce soit synchrone avec votre parler. Donc on n'aura même plus besoin de faire cet effort. Personnellement, j'aime beaucoup, mais bon, ça y est, bon, bah voilà. Donc Teams le fera aussi très rapidement, j'imagine, mais donc ce sont des avancées qui sont assez puissantes de ce côté-là. Et on gagne beaucoup de temps. On gagne beaucoup de temps aussi parce que l'un des pinceaux de la gestion d'actifs, par exemple, c'est la rédaction de documents. Je vais vous donner un exemple. Un gérant doit écrire tous les mois un compte rendu de gestion. Donc, il va parler un peu de marché et puis il va parler de la gestion de ce qu'il a fait. Vous avez 10 gérants, vous avez 100 fonds. Vous imaginez, il y a un paquet de textes à écrire. Aujourd'hui, vous avez un portefeuille de début, un portefeuille de fin, les transactions entre les deux, les mouvements de marché, quelques infos de marché qui sont allées taper sur le marché, et l'IA vous fait votre commentaire de gestion, 1000 mots, 500 mots, 20 mots, comme vous voulez, dans la langue que vous voulez, et ça le fait instantanément. Donc, vous imaginez bien le gain de productivité et surtout l'espace qu'on a pu offrir à nos collaborateurs pour faire ça. Et encore un autre point qui est intéressant, à notre sens, c'est on est passé sur un cran supplémentaire qui est sur l'analyse financière. C'est une partie de notre métier. Notre métier, c'est d'anticiper. On va anticiper, par exemple, les évolutions des notations des sociétés au travers des agences de notation. Et on a des modèles d'intelligence artificielle qui aujourd'hui anticipent les prochains mouvements des grandes agences comme Moody's ou Standard & Poor's. Donc, avec le flot d'informations qu'on peut avoir sur le marché, avec les évolutions de certains cours de marché, etc., on entraîne une IA à être en avance sur l'annonce des agences de notation, et donc nous, de nous positionner en amont pour pouvoir tirer bénéfice de ce genre de choses. Donc, on a passé un cap. Au-delà de la productivité maintenant, et c'est toujours de la productivité, hein, puisque l'analyse financière, ça prend beaucoup de temps et ça coûte très cher. Là, c'est en temps réel et ça marche tout le temps. On est en train de passer un cap où l'intelligence artificielle est en train d'arriver vraiment dans le monde de la gestion et sur les marchés. J'ai une question pour vous, Denis, parce que c'est vrai que le métier d'asset management, c'est un métier donc à responsabilité qui nécessite aussi une prise de recul. Moi, personnellement, quand je passe du temps à réfléchir à un sujet, je le comprends mieux. Comment font les gérants lorsqu'ils sont assistés sur des tâches quand même assez lourdes, comme la rédaction du rapport de gestion, mais en même temps, c'est aussi la tâche qui permet de faire une pause dans son day-to-day et de prendre un peu de recul. Comment ils arrivent en fait à consacrer finalement du temps de réflexion. C'est un peu paradoxal, hein, mais malgré cette aide-là, comment ils arrivent à consacrer du temps de réflexion et de la prise de recul? Ça permet justement, on parlait tout à l'heure par exemple de l'écriture, effectivement l'écriture ça permet de poser ses idées, c'est certain, mais c'était le passé déjà. Donc
c'est déjà périmé tout compte fait. C'est important pour les investisseurs qui nous font confiance, mais l'important, c'est l'avenir. Donc, si déjà, cette bande passante, vous la libérez parce qu'elle est déjà périmée et que ça vous permet de lire une recherche, de discuter avec des brokers ou de vous occuper de la projection des marchés, on a un gain d'efficacité qui est monstrueux. Et c'est ça notre métier. Et donc, toute l'idée, c'est de dire, on ne génère pas de flux de transactions par l'IA, certainement pas. Mais par contre, on va, comme dans votre voiture aujourd'hui, vous avez de plus en plus d'aide à la conduite, qui ne conduit pas automatiquement pour vous, mais qui vous aide énormément sur le radar adaptatif, etc. Ça vous aide énormément pour conduire. La gestion, en fait, on est en train d'offrir aux gérants exactement la même chose. On est en train d'offrir des pare-feux qui leur permettent d'évacuer ce qui est périmé ou inutile pour aller à l'essentiel. Merci Denis. Dominique, donc Dominique Stucki, vous êtes avocat. Alors, on a parlé un petit peu d'IACT, de conformité. Rappelez-nous peut-être en quelques mots de quoi il s'agit. Quels sont les impacts sur les métiers de la gestion, en particulier de l'investissement, de l'épargne. Et puis la question évidemment que tout le monde se pose. On a vu beaucoup d'innovations avec nos 3 premiers intervenants. Est-ce que c'est pas un frein à leur travail, cet IACT? Alors effectivement, représentant la loi, pour reprendre les termes de Vivien, j'ai la lourde tâche de présenter cette création européenne qui est l'IACT, qui est effectivement quelque chose d'assez révolutionnaire puisque c'est le premier texte législatif en matière d'IA au plan mondial et notamment effectivement de manière transverse en Europe. Donc on a quelque chose qui a profondément impacté le paysage juridique dans un univers qui est en pleine mouvance. Notre cabinet Pledge intervient depuis le début sur des questions de transformation des métiers de la finance, notamment de la gestion d'actifs. Et à ce titre, effectivement, on était très attentif à l'impact de ce règlement, qui est un règlement transverse, donc qui ne s'applique pas que à l'industrie de la gestion et même pas que à l'industrie financière, mais à l'ensemble des secteurs économiques, qui est un document qui a également une portée directe, c'est-à-dire que c'est une loi européenne, le règlement, c'est donc pas de transposition en droit français par l'AMF ou par le législateur français, et qui a laissé néanmoins une place importante aux lois locales, c'est un peu le paradoxe, parce que précisément il est généraliste, il ne pouvait pas se concentrer sur les métiers de la finance et tout particulièrement sur les métiers de la gestion. En cela, effectivement, on peut s'interroger sur sa pertinence dans des métiers qui sont forcément très différents les uns des autres. En réalité, pour répondre à la question de Vivien, je crois qu'il y a 2 choses à souligner à ce stade. La première, c'est que c'est un règlement qui vise à promouvoir l'innovation. Donc, il ne veut pas la freiner, il veut la promouvoir, mais l'innovation responsable. Et le terme responsable a une très grande importance ici, puisque effectivement, il est là pour donner un cadre et un certain nombre de garde-fous afin de faire en sorte que l'IA soit profitable à l'utilisateur et qu'elle ne génère pas des biais sur les données, sur les algorithmes. On aura peut-être l'occasion d'y revenir tout à l'heure. La deuxième chose qui est importante de comprendre, c'est que c'est un texte à application successive dans le temps, donc il n'a pas effectivement une application directe du jour au lendemain, graduée, et avec surtout une prise en compte du niveau de risque. Parce qu'on parle d'IA au pluriel, avec effectivement des systèmes d'IA qui, pour certains, présentent des risques très faibles. Donc on parle d'IA à bas risque ou à faible risque, et des IA qui, elles, en revanche, en présentent de très importants, y compris des risques qu'on peut qualifier d'inacceptables. En tout cas, c'est le terme qu'utilise le règlement IA. Et pour un risque inacceptable, il y a une interdiction d'utilisation de l'IA. Pour un risque à faible portée, pour un faible risque, il n'y a quasiment pas de régulation par ce règlement IA.
En revanche, entre les deux, il y a deux types de risques qui vont nous intéresser peut-être aujourd'hui. Il y a le risque faible, le risque limité, pardon, qui est effectivement quelque chose qui va beaucoup concerner les cas d'usage aujourd'hui dans la gestion d'actifs. Et ce qu'on a entendu tout à l'heure dans le panel, c'est plutôt de ce ressort-là que l'on parle, puisqu'on a principalement des applications B2B en RAG, c'est-à-dire souvent en système un peu fermé, comme ça a été présenté tout à l'heure, finalement avec des risques de contamination qui sont relativement limités. Et d'autre part, on est dans un domaine où, en effet, on est plutôt sur de l'efficience opérationnelle que sur du remplacement des gérants. Je reprends l'expression de garde-fou, de pare-feu, qui a été utilisée tout à l'heure. Et je pense qu'en effet, pour le moment, on est sur des risques limités. Mais néanmoins, ce qui est intéressant de relever, c'est que ce règlement IA a quand même vocation, je dirais, à orienter les décisions des sociétés de gestion et l'organisation des sociétés de gestion. Chez nous, Pledge, nous occupons beaucoup de questions de gouvernance. Et en effet, de manière volontaire, facultative, l'ESMA promeut la prise en compte des risques, même des risques élevés dans des univers à risque limité, pour précisément anticiper des nouvelles réglementations qui risquent d'arriver. Parce que aujourd'hui, on a un texte qui est un texte transverse, un texte général, mais il est probable que dans un avenir proche, on ait des textes sectoriels. D'ores et déjà, l'ESMA a écrit des orientations, c'est pas encore du droit, on va dire impératif, mais ça s'en approche. Mais il y a également tout un tas d'acteurs, on va dire associatifs, qui se sont positionnés, notamment l'AFG, qui a fait un très beau papier sur la gestion d'actifs en matière d'IA, et qui, là également, est une source d'inspiration. Donc, en effet, à titre facultatif, d'ores et déjà, les acteurs de la gestion d'actifs qui utilisent l'IA ont tout à fait raison de s'inspirer des textes comme l'IA Act, qui sont on va dire une orientation très claire de ce qu'il faut faire en matière d'IA. Merci Dominique. Bien, nous allons aborder un second sujet autour des bénéfices qu'en tirent notamment les clients finaux. Les investisseurs en bout de chaîne, les épargnants. Florent, que donnent vos backtests alors? Vous nous avez pas du tout spoilé au début, vous avez attendu patiemment. Bon, en fait, les backtests sont toujours aussi difficiles. Enfin, on va dire que avoir des bons résultats sur une stratégie, c'est toujours aussi difficile qu'avant. Parce qu'au final, là, l'IA ne cherche pas à trouver des opportunités. Là, chez Opsid en tout cas, elle cherche uniquement à remplacer la personne qui crée la stratégie avant. En fait, avant, on avait un trader, son compte, qui donnait les résultats au trader. Là, l'idée, c'est que le trader, il parlait à Opsid comme si c'était son compte. Mais si le trader, il sait pas faire de stratégie, bah, Opsid va pas non plus l'aider davantage. Et donc, c'est là-dessus qu'on met l'accent, nous, c'est que Opsid, c'est vraiment un accélérateur. Quand nous, avant, on mettait, par exemple, plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour créer une stratégie, ça permet d'itérer très, très vite. En fait, on prompte et on a littéralement 2 minutes après le backtest sur les 20 dernières années. Et grâce à ça, en fait, immédiatement, on n'a pas besoin d'attendre 1, 2, 3, 4, 5 jours pour avoir le résultat. C'est-à-dire que ça va très très vite. Et donc, l'épargnant final, lui, ça lui permet de savoir très rapidement si ce qu'il fait sur les marchés, au lieu de le faire à l'aveugle, parce que le backtest, ça lui fait trop peur, parce qu'il sait qu'il en a pour 3 semaines pour backtester sa stratégie, et il sait que dans 2 minutes, il a les résultats. Ça veut dire qu'il est protégé, en fait, en quelque sorte, de ne pas faire n'importe quoi. Alors attention, ça ne veut pas dire que le backtest, s'il est bon, ça veut dire que sa stratégie sera bonne après. Mais en tout cas, ça lui permet quand même d'être un peu plus conscient de ce en quoi il s'engage. Après, là, en ce moment, on fait des expériences aussi. Il ne faut pas écouter ce que je vais dire après. Voilà. Là, on a fait une expérience, par exemple, qu'on a diffusée sur notre chaîne YouTube avant-hier. En fait, on demande à 4 LLM d'analyser des graphiques du Nasdaq. Et on leur demande, là, 100 fois, 100 graphiques pris au hasard sur les 10 dernières années, qu'est-ce que tu ferais dans ce cas-là? Est-ce que tu achètes? Est-ce que tu vends? À quel prix?
On a backtesté ça, en fait, les résultats. Alors, on a essayé 2 modèles de chez OpenAI, un modèle de Google Gemini et un modèle de Mistral. Les modèles américains, ça donne rien du tout. Par contre, le modèle de Mistral donne une performance qui est très bonne. Et bon, le problème, c'est qu'on n'a fait que sur 100 tests, sur 100 trades. Donc, l'échantillon est beaucoup trop faible. Donc là, on s'est dit, bah, OK, on va relancer l'expérience sur un échantillon plus grand, sur 1000 trades. Bon, on n'a pas encore le résultat. Il faut vous abonner à la chaîne YouTube si vous voulez avoir le résultat. Mais en tout cas, voilà, on attend. Mais en tout cas, voilà, c'est pareil, ça ouvre des portes pour l'épargnant d'aller un peu plus loin. C'est pour ça aussi là, qu'on est en train d'intégrer un chat où il pourra discuter directement avec des agents, où les agents pourront déployer ses stratégies, aller chercher des opportunités pour lui, traiter les news, etc. Donc vraiment, l'idée, c'est que l'IA doit être un outil pour l'épargnant. Je pense pas qu'aujourd'hui les modèles soient capables encore de prendre les décisions en direct, mais en tout cas, je pense qu'on va y tendre, à mon avis, enfin selon moi en tout cas. Merci Florent. Denis, est-ce que pour vous une des finalités c'est d'améliorer les performances, de faire de l'optimisation de performance, que ce soit sur les rendements ou les profils de risque, ou bien plutôt de mieux personnaliser la gestion, les stratégies, de mieux prendre en compte des facteurs qui aujourd'hui sont complexes à prendre en compte, type extra-financier. Quel est votre objectif pour servir vos clients? Alors, l'IA qui passe ou qui gère automatiquement, on n'y est pas. On parlait de risque tout à l'heure. Là, je pense que le risque, il est immense aujourd'hui. Une hallucination sur une IA, ça arrive assez fréquemment. Et là, vous partez dans des problèmes juridiques et même des problèmes financiers qui peuvent être catastrophiques. Donc, on reste localisé dans la société, dans l'aide à la gestion, avec un bémol aussi dès le départ, on n'en a pas parlé, mais l'IA, elle reste chez nous. On parlait de ChatGPT, etc. Lorsque vous envoyez de l'information sur des intelligences artificielles qui vous sont proposées en externe, vous savez pas où va l'information. Vous savez pas qui la stocke, vous savez pas qui peut l'utiliser derrière. Donc c'est compliqué. Lorsque vous êtes dans de l'innovation, quand vous êtes dans du secret corporate, etc., la livrer à une IA, c'est vous mettre en danger. Donc l'IA, elle est chez nous, déjà. Et puis on lui apprend. Et à partir de ça, vous pouvez faire plusieurs choses. D'abord, vous la personnalisez, c'est important, et vous la mettez à disposition de vos collaborateurs. Donc là, on est en train aujourd'hui de réfléchir à ce qu'on va faire. On a plusieurs segments. Les 2 premiers qu'on a en tête sont des problèmes pour résoudre des problèmes pour discuter avec les IA, avec des problèmes qui peuvent être juridiques ou de compliance. Et là, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que vous avez une idée, vous voulez créer un fonds, vous posez la question à l'IA. Est-ce que la rédaction d'un prospectus répond à la réglementation française, mais aussi européenne, allemande, italienne, peu importe? On va vous répondre. On va vous donner une première piste. Puis après la compliance, on regardera encore le document, mais on a une ébauche. On a une aide, comme l'assistant trader. On a une aide qui nous permet d'aller beaucoup plus vite et de scanner une énorme partie des problématiques qu'on a en face de nous. On peut faire aussi un chatbot sur alors la mission juridique, sur la compliance, mais on peut aussi le faire sur la construction d'un portefeuille. On ne parle pas du trade, mais si vous avez une idée, vous voulez faire de la biodiversité, un portefeuille centré avec des problématiques claires, vous pouvez déjà poser la question à l'IA. Et l'IA va vous donner un univers d'investissement, va vous proposer des valeurs et va vous expliquer pourquoi. Donc, il y a une énorme partie du travail qui est un travail d'analyse, de recherche, qui peut déjà être fait par l'IA. Mais ça reste chez nous. Encore une fois, ça ne doit pas aller en externe. On ne pose pas ces questions sur des IA qui sont accessibles à tous. Merci Denis. Alexandre, la satisfaction client, quels sont les retours et client final, Ouais. Je pense que sur le gain d'efficacité, on a bien eu votre description. Bien sûr. Quels sont les retours? Alors, on est sur un schéma, nous, qui est B2B2C. Il y a un conseiller à un moment donné. Mais si on parle du client final, qu'est-ce qu'il doit obtenir, un client final? Il doit obtenir une information qui est claire, non trompeuse, qui doit lui permettre de prendre une décision d'investissement à un moment donné. Et ça, c'est le conseiller, le banquier, le courtier qui doit lui apporter cette information. Et cette information, elle n'est pas toujours facile pour le conseiller à obtenir, parce que plus ça va et plus il y a de flux d'informations.
Il y a des données, il y a beaucoup de données qui peuvent transiter par API de bases de données, d'établissements externes. Et tout ça doit être consolidé pour le conseiller pour pouvoir délivrer, on va dire, une information claire. C'est pas si facile de consolider rapidement une information telle que celle-là. Souvenez-vous, il y a encore quelques années, quand on arrivait dans un établissement financier, on avait une ouverture de compte, il y avait 17 signatures, et puis il fallait se passer 3 heures pour voir le document, aller rechercher les informations. Voilà. Aujourd'hui, ça va beaucoup plus vite, parce qu'on digitalise les process, parce qu'on connecte à des bases de données internes ou externes. Mais en revanche, ça fait beaucoup d'informations. Et l'IA aujourd'hui a une capacité à orchestrer ces informations avec, on pourrait les appeler des agents, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, des agents sur les bases de données financières, des agents sur les bases de données de KYC, de LCBFT ou autres, et de pouvoir orchestrer ces informations et délivrer un résultat qui soit quand même extrêmement clair. Tout dépend comment on rédige ses prompts au départ, mais extrêmement clair et qui puisse aider le conseiller à délivrer cette information claire au client. Et aujourd'hui, la satisfaction de ceux qui utilisent nos applis permet rapidement, déjà avec des gains de productivité pour le conseiller, d'avoir l'information rapidement sans la consolider pendant trop de temps, je dirais presque maintenant, et de pouvoir délivrer cette information claire. Et le client, aujourd'hui, il est content parce qu'il a une information qui lui permet de faire ses choix. Voilà. Alors après, l'étape d'après, effectivement, c'est les investissements. Et si on consolide tout ça, c'est vrai que c'est extrêmement pertinent. Extrêmement pertinent. Merci Alexandre. Puis on va terminer peut-être avec Dominique sur cette IA dans l'asset management. Est-ce que sur les métiers d'ingénierie financière qui nécessitent de maintenir et de même augmenter la confiance des investisseurs, des épargnants, est-ce que vous voyez l'encadrement légal comme étant un facteur de confiance? Vous avez partiellement déjà donné quelques éléments tout à l'heure. Et puis, j'ai quand même une question un peu spécifique. On parle des IA, mais aujourd'hui, les IA se parlent entre elles. Elles interagissent. Il y a des agents. Est-ce que ces agents IA qui rendent quand même les processus pour un humain extérieur quand même complexe, est-ce qu'il y a une problématique spécifique liée aux agents IA et en particulier dans ce que vous avez pu observer peut-être chez vos clients? Alors merci pour ces deux questions. C'est l'occasion effectivement de distinguer le cadre actuel de ce qui se profile dans un horizon sans doute assez proche. Le cadre actuel est l'utilisation B2B qui a été décrite aujourd'hui dans une optique d'efficience opérationnelle est un cadre qui, on l'a dit tout à l'heure, ressort plutôt du risque limité. Mais le risque limité, c'est néanmoins la transparence selon le règlement IA. Et rappelons ce qu'on disait tout à l'heure, que le cadre national préexistant en matière de gestion d'actifs, la directive OPCVM, les directives AIFM, la directive MIF, tous ces textes qui existent s'appliquent à l'IA de la même manière que sur l'ensemble des métiers de la conformité. Donc aujourd'hui, tout ce que vous connaissez sur, je dirais, l'utilité, enfin l'intérêt primordial du client, ça s'applique naturellement à l'IA. Et de cela découle évidemment énormément de contraintes dont on a parlé, bien au-delà de la transparence, sur effectivement la prise en compte, encore une fois, de l'intérêt du client dans les processus qu'on met en place au sein d'une société de gestion. Ça, je dirais, c'est l'existant. Et de ce point de vue-là, il est indéniable que l'IA Act, en complément des législations nationales, vient renforcer la confiance. C'est la question qui est posée. Vient renforcer la confiance parce que c'était son objectif. Et on peut penser que cet objectif est déjà en passe d'être atteint. En plus, il y a des systèmes effectivement d'application graduée qui sont très pragmatiques
et qui permettent effectivement de bien s'adapter à des cas d'usage très différents. Ensuite, il y a la prospective. Et la prospective, en effet, elle donne un aperçu de ce qui peut se présenter aux yeux des régulateurs dans un avenir, effectivement, sans doute assez proche. C'est déjà le cas dans d'autres domaines de la finance. Si vous regardez le domaine des paiements, c'est un domaine dans lequel les agents sont déjà mis en place, et pas par des petits acteurs, pas par des fintechs, mais par des très grands acteurs, notamment aux États-Unis, dans le domaine des schemes, par exemple, que ce soit Visa, Mastercard, chez les banques, notamment dans les activités de conservation. C'est déjà des choses qui sont au cœur du métier. C'est-à-dire ce ne sont pas des assistants, ce sont des robots qui fonctionnent à la place de l'humain. C'est déjà le cas. Et l'agent d'IA, ça a été dit tout à l'heure, mais je tiens à repréciser la distinction et la différence conceptuelle par rapport aux IA génératives actuelles, c'est que l'agent d'IA, il prend les décisions de manière apprenante, c'est-à-dire qu'il progresse au fil de l'eau, mais il se substitue à l'humain pour passer les ordres. Donc, tout à l'heure, Denis l'a bien dit, ça n'est pas quelque chose qui est mis en place, en tout cas pas du tout de manière généralisée dans les sociétés de gestion, y compris celles d'assez grande taille en France. Mais on voit bien que si on continue, on prolonge la courbe de ce qui se passe en termes d'innovation, c'est quelque chose qui, effectivement, se présente. Alors, la grande question que l'on se pose, et merci de l'avoir posée avant moi, c'est est-ce que c'est compatible avec la conception qu'on a en Europe de la régulation de la gestion d'actifs? La réponse aujourd'hui est non, puisque vous le savez, une société de gestion doit avoir au moins 2 dirigeants responsables, 2 dirigeants effectifs et un certain nombre de gérants qui justifient d'une expérience et des compétences suffisantes. Donc on voit bien que du point de vue du législateur et du régulateur français et même européen, l'humain est au centre du dispositif. En revanche, la question qui va pouvoir se poser, qui se pose déjà, nous on a déjà ces questions aujourd'hui, hein, que ce soit dans l'optique de dossier d'agrément, que ce soit dans le cas de dossiers disciplinaires devant les autorités, AMF, ACPR, etc. On a déjà des cas dans lesquels on a reproché à nos clients d'avoir mis en place trop d'outils d'assistance au point de se demander, en tout cas c'est des questions qu'ont posées les régulateurs, et ça remonte déjà à une vingtaine d'années, hein, c'est pas tout nouveau. Les régulateurs nous disaient, mais finalement, est-ce que l'humain n'est pas trop accessoire dans votre modèle? Et cette question-là, elle était posée il y a 20 ans, je vous le dis, on a déjà des décisions de la commission des sanctions sur ce sujet il y a 20 ans. Aujourd'hui, la question se pose évidemment de manière beaucoup plus aiguë, et en effet, il y aura très probablement dans quelques mois, quelques années, des réflexions à opérer au plan des régulateurs et des législateurs pour savoir si on ne doit pas finalement prendre acte de la présence de la machine, évidemment, avec tous les garde-fous qui s'imposent dans quelque chose qui semble relativement inéluctable. C'est-à-dire qu'après avoir tremblé pendant quelques décennies avec le trading algorithmique, on pourrait trembler avec l'investissement agentique. Oui, et vous posez une question tout à l'heure qui est assez intéressante, c'est que l'agent, il prend les décisions à la place de l'homme, mais vous avez tout à fait raison aussi de poser la question de l'interaction entre les agents. Et tout ça va finir aussi par se concentrer sur une question majeure qui est la souveraineté. Parce que si, évidemment, vous fonctionnez avec des IA en RAG, où les IA sont conçues par les sociétés de gestion, vous avez un risque relativement faible finalement de biais. En tout cas, les biais, ce sont des biais internes, mais ce n'est pas des biais importés. Si vous avez entraîné votre IA vous-même, vous savez effectivement ce qu'il y a dedans en termes de données, en termes d'algorithmes. Évidemment, plus vous allez interagir avec l'extérieur et plus vous allez vous exposer à effectivement des risques de contamination. Donc, très probablement que la législation va évoluer à la vitesse de la technologie, mais également à la vitesse on va dire des garde-fous de souveraineté qui seront imposés aux utilisateurs et aux fournisseurs. Merci Dominique. On va peut-être prendre une ou deux questions dans la salle. Y a-t-il des questions?
Merci beaucoup. Bonjour. Oui, j'avais c'est Upside, c'est ça c'est comme ça que ça se prononce? Alors, nous on dit Opside, mais on n'en veut pas si on dit Upside. Très bien. Opside. Moi, j'ai juste une simple petite question pour être sûr d'avoir bien compris. Tu parlais tout à l'heure de stratégie. Et au début, tu as parlé d'automatisation. Donc concrètement, en fait, quand on interagit avec l'IA et l'agent que vous avez créé, on crée une stratégie, on co-crée une stratégie. Est-ce qu'on l'automatise? Comment en fait on intègre concrètement un outil, tant en tant qu'investisseur particulier ou même en tant qu'asset manager? Enfin, j'étais curieux de savoir comment. Très bien. Peut-être un peu plus en détail, après, sans rentrer. Parfait. Déjà, je me suis rendu compte qu'on a balancé le terme agent sans expliquer ce que c'était. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est. Pour faire très simple, vous connaissez certainement les LLM, donc ces modèles de langage. ChatGPT, par exemple, c'est le plus connu. Quand on lui pose une question, il nous fait une réponse textuelle. Un agent, c'est exactement pareil, sauf qu'en plus d'avoir une réponse simple, il a accès à ce qu'on appelle des outils. Et donc, en fait, il peut actionner en plus ces outils. En fait, il est en boucle, c'est-à-dire que il a une prompt avec une mission et des outils. Et donc, on part du principe qu'on lui a donné les bons outils pour terminer cette mission. Donc voilà, un agent, c'est simplement ça. C'est un LLM qui est capable de boucler en faisant des actions en plus. Et donc, nous, l'agent qui permet justement de créer une stratégie, c'est en entrée, on lui donne donc une prompt. Par exemple, acheter l'action Apple tous les lundis matins. Et donc, on écrit ça. Et notre agent se charge derrière, du coup, de créer la stratégie, donc de créer le code informatique associé à cette stratégie. Il la backteste, donc il teste sur la période du choix de l'utilisateur. Et ensuite, une fois qu'on a validé si la stratégie respecte bien ce qu'on lui a demandé et que le backtest nous plaît, et ben on peut du coup l'exécuter directement sur son portefeuille. Est-ce que ça a répondu à la question? Ok, super. Et d'ailleurs, je me permets, vu qu'il n'y a pas l'air d'avoir d'autres questions, il y a aussi un aspect de l'IA qu'on a oublié, qui est complètement invisible pour l'utilisateur. C'est de plus en plus, il y a le rapport Amundi qui est sorti récemment justement sur l'usage numérique des consommateurs, et donc ils sont de plus en plus confrontés aux interfaces numériques, que ce soit smartphone ou web. Et en fait, l'IA a un énorme impact sur la vitesse de développement des produits, parce que en fait, les utilisateurs ne le voient pas, mais maintenant tous les développeurs, toute la tech utilisent des outils d'IA pour les accompagner pour le développement des outils. Et donc indirectement, ça aide les utilisateurs à avoir de meilleures interfaces, pour faire de meilleurs choix. Voilà, c'est un petit aspect qu'on a tendance à oublier, mais qui est intéressant, je trouve. Si vous n'avez pas d'autres questions dans la salle, on avait un point qui avait été soumis en ligne, qui était sur l'automatisation des comptes rendus. La question n'était pas tout à fait claire, mais donc c'est quelque chose aussi qui a été évoqué par Denis sur la partie. Alors voilà, c'est un commentaire sur la protection des données, notamment. Alors, est-ce que ça s'applique à l'efficacité opérationnelle chez Swiss Life, ou est-ce que ça s'applique au contrôle? Je pense que c'était une question, ou en tout cas un point auquel vous avez tous les deux répondu avec des angles. Efficacité opérationnelle côté Swiss Life Asset Manager France et je dirais processus, ou en tout cas façon de développer votre solution et de mettre en place une gouvernance éthique aussi, ce que tu as souligné Alexandre. Donc ce point en ligne a été, j'espère on y a répondu, sinon on pourra revenir vers vous. Messieurs, merci beaucoup sur cet éclairage sur la façon dont vous enrichissez, cadrez, accompagnez je dirais, parmi différentes briques, l'IA au cœur de vos métiers. Merci Vivien, merci Denis, Alexandre, Florent, Dominique. Je vais passer la parole à Antoine, donc sur cette deuxième table ronde, nouveaux horizons d'investissement pour épargnants et investisseurs. Merci beaucoup et ravi de pouvoir animer cette table ronde ce matin en compagnie d'Elijah Rosson, CEO de CIREM, de Christophe Neves, CEO de Second Market, Jean-Baptiste Sicard, vice-président de Ledge City, et Eric Goulin, président de Chloé in the Sky. À mon niveau, je m'appelle Antoine Vigier, je suis senior manager chez Bartol. Nous sommes un cabinet de conseil en stratégie et transformation
qui est pluridisciplinaire et qui a notamment une verticale autour des sujets de l'immobilier. Je vais vous laisser dans un premier temps vous présenter afin que chacun puisse appréhender la mission de chacune de vos entreprises. Et peut-être juste un petit préambule, le sujet est les nouveaux horizons d'investissement pour les épargnants et investisseurs, avec un focus sur l'augmentation de l'accessibilité à ces nouveaux investissements, notamment par les portefeuilles d'actions centrés sur l'industrie et notamment les industries vertes ou vertueuses et les actifs numériques. On va avoir 45 minutes pour échanger ensemble. On commencera par discuter des stratégies innovantes mises en place pour transformer des produits existants en offres révolutionnaires, disons-le comme cela, pour être très attractif. Ensuite, nous aborderons les défis des épargnants et des investisseurs, nécessité de liquidité, de besoin d'information, d'éducation, de sensibilisation, d'amélioration de l'expérience utilisateur. Et puis, on se donnera quelques minutes pour jouer les Nostradamus. On parlera tendance, opportunité, danger aussi vis-à-vis de ces investissements. Et puis, on ouvrira la discussion pour terminer sur l'utilisation des outils digitaux au service des épargnants et des investisseurs. Voilà le menu des 45 prochaines minutes. Si vous le voulez bien, je vous laisse faire un petit tour de table, à commencer par vous, Christophe. Qu'est Second Market, que faites-vous? Et puis je vous laisserai passer la parole à vos collègues. Merci Antoine, bonjour à tous. Je suis Christophe Neves, cofondateur de Second Market. Second Market, c'est la première plateforme de revente de parts de SCPI. Nous sommes partis du constat que les SCPI sont un produit qui existe déjà depuis un certain temps, qui a rencontré un grand succès avec près de 90 milliards de capitalisation. Mais depuis 2 ans, le marché se retrouve bloqué avec près de 2,3 milliards de parts en attente de retrait et les épargnants doivent attendre pour certains plus de 2 ans pour pouvoir revendre leurs parts. Donc, on a créé Second Market, qui est une plateforme de mise en relation entre acheteurs et vendeurs pour complètement digitaliser, pour permettre d'offrir une seconde solution à côté de celle offerte par les sociétés de gestion de parts de SCPI, pour avoir un échange direct entre acheteurs et vendeurs et pouvoir rétablir de la liquidité sur ce marché. Merci Christophe. Élie, vous êtes CEO de CIREM. Oui. CIREM, c'est quoi? Alors, CIREM, c'est une plateforme, donc toujours dans le même thème de l'immobilier, qui centralise des produits d'investissement immobilier, tant de la SCPI, traditionnellement, plus récemment, il y a eu une nouvelle vague avec le crowdfunding immobilier, l'obligataire immobilier. Et voilà, on est une plateforme qui centralise toutes les opportunités, anciennes comme très nouvelles, autour des thématiques de l'immobilier. On s'adresse aux investisseurs particuliers principalement, avec une plateforme 100% en ligne, fluide, accessible pour les épargnants et investisseurs. Merci beaucoup. Eric, président de Claw in the Sky, vous m'expliquez tout à l'heure le narratif de votre entreprise. Peut-être vous pouvez le partager à l'Assemblée aux personnes qui nous écoutent à distance. Avec plaisir. Dans le micro clignote. Il n'y a plus de batterie, mais j'espère que ça marchera quand même. Oui, donc je suis Eric, le président et fondateur de Claw in the Sky. Alors, Claw in the Sky, c'est-à-dire Choosing Hope and Low Carbon Economy. Et In the Sky, en référence à la chanson des Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, parce que j'aime beaucoup les années 70. Parce que les années 70, c'était une période joyeuse où le monde restait à conquérir, alors que maintenant, c'est quand même un petit peu plus compliqué. Et nous avons créé des offres financières avec une vision bas carbone, mais très industrielle et systémique. Systémique, c'est-à-dire qu'en fait, on se pose une question: de quoi on a besoin pour fabriquer toute chose? Donc en fait, on a créé des offres financières avec cette vision de l'industrie et de l'économie telle qu'elle doit être, pour qu'on puisse relever des défis qui vont être le réchauffement climatique, le fait que les ressources naturelles ont tendance à se tarir,
Donc en fait, on est quand même dans un monde où globalement, on peut envisager l'avenir avec une certaine forme d'anxiété parce qu'on a des défis qui sont considérables et complètement inédits. Et comment s'inscrire par rapport à ces défis-là avec des outils financiers qui vont faire la différence. Donc, ce que nous proposons et ce sur quoi nous avons commencé et focalisé notre attention, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Alors, je me suis renseigné ce matin, je crois que ça datait du XIIIe siècle. Les premières sociétés avec des parts qui se vendaient, c'était dans des moulins à Toulouse. J'ai appris ça ce matin. Et ce qui nous intéresse beaucoup, c'est de ramener nos partenaires et nos clients sur de l'actif tangible, c'est-à-dire investir sur des entreprises. Investir sur des fonds, c'est très intéressant, mais lorsqu'on investit sur une entreprise, ça prend une autre dimension. Et vu que mes collègues là, sur ma droite et ma gauche sont spécialisés dans l'immobilier, c'est de revenir sur le caractère tangible de l'investissement en action. Parfait. Merci Eric. Jean-Baptiste, vous êtes vice-président de Ledgity. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, merci. Donc Jean-Baptiste Sicard, effectivement vice-président de Ledgity. Alors Ledgity, c'est une plateforme patrimoniale 3.0. Alors 3.0, on peut mettre beaucoup de choses dedans. Disons qu'on simplifie l'accès aux actifs numériques dans un premier temps, et dans un second temps, on le fait déjà très bien en finance traditionnelle. On proposera des classes d'actifs plus traditionnelles, notamment l'immobilier, mais on n'y est pas encore. Alors, Ledgity, c'est parti d'un constat assez simple, c'est qu'il existe aujourd'hui une nouvelle finance qui est ce qu'on appelle dans le jargon technique la finance décentralisée, qui aujourd'hui a été construit avec des nouveaux codes différents que la finance traditionnelle. Et Ledgity a pour vocation de simplifier l'accès à cette nouvelle finance, la finance de demain, sur lesquelles nous sommes convaincus d'une chose, c'est la finance traditionnelle et la finance décentralisée ne feront qu'un à terme. Donc nous, on essaye simplement de donner les outils aux professionnels du patrimoine, donc soit des conseillers en investissement financier, des notaires, des experts comptables, qui proposent du patrimoine à leurs clients, un accès simplifié à cette nouvelle classe d'actifs qui sont les actifs numériques. Donc dedans, il y a les cryptos, mais on peut aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire tout actif tokenisé. Donc j'emploie un jargon un peu technique pour les non-initiés. C'est en fait des actifs traditionnels que l'on peut mettre sur la nouvelle technologie qu'est la blockchain. Donc on peut retrouver notamment des SICAF en commun de placement, à terme des SCPI. On peut tokeniser, donc mettre sur la blockchain ce type d'instrument financier. Alors l'intérêt, c'est que ça évite de passer par des banques et des assureurs. Je sais que c'est aujourd'hui très décrié, mais on enlève les intermédiaires, c'est l'intérêt de la blockchain. Donc nous, on s'appuie vraiment sur cette technologie de dernière génération qui est une véritable innovation qu'on n'a pas vue depuis plusieurs années, même Internet. Alors l'IA en fait partie des grandes révolutions, mais la blockchain est une révolution en profondeur parce qu'elle touche vraiment tout type de secteur d'activité et sur la façon dont on conçoit. Donc c'est pas qu'un gain en productivité, c'est aussi une nouvelle façon de voir les choses. Très bien, merci à chacun d'entre vous pour ces mots d'introduction. On va passer à la première question qui nous anime toutes et tous ici. Vous êtes tous des fondateurs d'entreprises et des CEO, vous avez un esprit entrepreneurial. Vous basez chacun votre offre sur des produits qui étaient existants avant que vous ne la créiez. Qu'est-ce qui fait pour chacun d'entre vous que vous positionnez en rupture ou en innovation incrémentale sur votre marché et en quoi cela répond à un marché qui est celui d'aujourd'hui et aux besoins des épargnants et investisseurs de demain? Peut-être Christophe. Alors, en effet, comme tu le dis Antoine, on n'est pas sur le produit, la SCPI existe déjà depuis une cinquantaine d'années, fonctionne, amène des rendements réguliers. Nous, l'innovation qu'on apporte, c'est une innovation d'accessibilité et d'usage. Le placement, la part de SCPI fonctionne bien. Par contre, un point qui était amélioré, c'est sur sa liquidité. Enfin,
qu'est-ce qui se passe quand on veut sortir, lorsqu'on veut revendre. Donc, avec Second Market, on a un marché secondaire qui est ouvert à tous, qui est transparent tant pour les vendeurs que pour les acheteurs, avec un processus qui est digitalisé complètement. Très bien, merci. Je vais peut-être laisser la parole maintenant à Jean-Baptiste. Vous parliez tout à l'heure de produits existants, mais sans doute un petit peu plus nouveaux, s'appuyant sur la blockchain. Mais vous aussi, quelque part, vous vous appuyez sur des choses qui sont existantes dans votre offre. Comment vous la construisez et en quoi elle répond à un besoin aujourd'hui des investisseurs? C'est une question très compliquée puisqu'elle est très large. Répondre aux besoins des investisseurs, aujourd'hui, ils sont de plus en plus exigeants, ont besoin de transparence, d'accès facilité aux différentes classes d'actifs. Ils aiment pouvoir accéder à la fois effectivement à l'immobilier, les actions, les cryptos et tout type d'actifs en fait dans lesquels un investisseur peut investir et pouvoir consulter l'information simplement. Donc la première étape pour arriver à cela, c'est surtout la démocratisation. Alors, ce qu'on entend par démocratisation, enfin ce que j'entends par démocratisation, c'est à la fois un accès simplifié. Alors c'est pas vulgarisé, c'est simplifié. On essaye non pas d'enlever les intermédiaires, mais de faciliter la compréhension pour tout type d'investisseurs. Donc ça, c'est une première étape. Et la deuxième étape, c'est la pédagogie, dans laquelle, pour nous, est un axe important, je pense qu'il est souvent oublié. Pourtant, c'est un des bons leviers pour éveiller les investisseurs et les professionnels qui proposent des produits financiers à proposer le bon produit au bon moment, correspondant à un besoin précis de l'investisseur. Parce que notamment à des problématiques patrimoniales, parce que c'est ce en quoi on essaye de répondre lorsqu'on développe des plateformes patrimoniales. Très bien, merci. Élie, je sens que vous souhaitiez rebondir par rapport à vos produits, là aussi, où vous positionnez-vous? Bien sûr. En fait, l'immobilier, traditionnellement, c'est une classe d'actifs très importante dans la fondation d'un portefeuille. Le fait de pouvoir y accéder à travers des véhicules d'investissement déjà cités comme de la SCPI, etc., c'est déjà un super point d'entrée vers cette classe d'actifs. Traditionnellement aussi, on y accède à partir d'une assurance vie, dans la constitution de son assurance vie, etc. Et en fait, je pense que aujourd'hui, un point de rupture pour l'accès qu'on a à l'immobilier, le rapport qu'on a avec l'immobilier, il est très différent, notamment avec les circonstances aujourd'hui, avec l'accès de la propriété qui est de plus en plus compliqué. Un projet immobilier aujourd'hui est beaucoup plus compliqué à construire qu'un projet immobilier il y a 20 ans. Et donc, c'est vrai qu'il y a un enjeu de faire connaître aussi ces solutions pour cette classe d'actifs qui est très importante. Après, une rupture véritable serait dans le cas où l'immobilier serait très fluide, très liquide, etc. Il y a encore énormément de travail à faire par rapport à ces choses-là. Mais bon, voilà, Sirem a cette ambition. Je ne sais pas si vous utilisez une banque en ligne, mais aujourd'hui sur les banques en ligne, il y a à peu près tous les actifs, toutes les classes d'actifs disponibles. Donc on peut acheter de l'obligataire, des bons du trésor, on peut acheter des actions, des cryptos, des ETF, etc. Mais on ne peut pas avoir accès à de l'immobilier pour ces mêmes raisons-là. Parce qu'aujourd'hui, l'immobilier n'est pas assez fluide, etc. L'ambition de Sirem, c'est donc, dans un premier temps, cataloguer les offres existantes sur le marché, mais ça va être aussi de créer l'initiative auprès des sociétés de gestion et nous aussi, de notre côté en interne, de pouvoir proposer des offres qui soient adaptées à cette nouvelle génération et vraiment au grand public, plus qu'à simplement quelques investisseurs initiés à ces sujets et en direct. Ok, très bien, merci. Et enfin, Eric, dans vos mots d'introduction, vous parliez de proposition de valeur
ancré dans le tangible, le pragmatisme, en réponse aussi aux problématiques de notre planète actuellement. Vous, comment vous positionnez par rapport à cela? En fait, Antoine, il y a plusieurs sujets qui rejoignent ce qu'a dit mon voisin de gauche. En fait, on n'a jamais été autant abreuvé d'informations que maintenant. On sature d'informations. Et le sujet, c'est comment faire des choix dans ce monde qui est ultra complexe. Voilà, donc quand on était au temps de Gérald de Gaulle Pompidou, j'ai pas trop connu, enfin, je venais de naître, il y avait des choses, c'était compliqué, mais là, on a des défis qui sont colossaux et d'une technicité absolument incroyable. Et dans le métier financier, c'est comment rationaliser, comment arriver à comprendre et orienter ses clients, ses partenaires, dans des choix stratégiques qui mêlent des sujets qui sont complexes et transverses. Donc c'est un défi absolument extraordinaire. Donc ce qu'on a fait chez Chloé, c'est qu'on s'est vu, enfin, c'est de mon constat personnel, c'est que les outils actuels que j'ai utilisés en tant que conseiller financier, métier que je fais depuis plus de 20 ans, c'est que permettait pas d'avoir une vision stratégique sur ces enjeux complexes. On remplit des questionnaires ESG, mais de quoi on parle? Par exemple, le sujet de l'environnement est très complexe. Le sujet carbone est très complexe. Le sujet de la biodiversité est très complexe. Et on le sait tous, on est dans une limite où très souvent, des organismes qui s'appellent l'ADEME, l'AIE, des associations comme le Shift Project, avec un représentant, Jean-Marc Jancovici, qui alerte très souvent sur beaucoup de sujets, et tous racontent qu'on va avoir un problème sur les ressources naturelles. On parle beaucoup d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle repose sur notre capacité à extraire des ressources naturelles, à les transformer, et on y retrouve dans l'intelligence artificielle toutes les déclinaisons des industries lourdes. Ça veut dire que comment se projeter dans l'avenir avec des industries, des défis et ces contraintes physiques qui risquent de nous amener dans un monde où la sobriété et la frugalité, il va falloir composer avec. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de donner à nos partenaires des ordres de grandeur et de les éduquer avec une pédagogie qui n'existe pas encore sur le marché, qui permet justement de comprendre et faire des choix, avoir une stratégie dans ce monde qui est complexe. Et il y a de l'espoir, par contre, c'est pour ça que nous on s'appelle Choosing Hope, le carbone economy, parce qu'il y a des choses à faire, mais pour avoir la bonne stratégie, il faut bien comprendre de quoi on parle. Et des exemples, on en a plein. On voit bien, par exemple, que le sujet de Trump qui a perturbé un petit peu tout le monde, ça revient à quelque chose. Trump, c'est l'annexion du Canada, c'est acheter le Groenland, Canal de Panama, etc. Ça revient à un sujet, une histoire, je crois, c'est le sujet des ressources. Donc, financièrement, il va falloir composer avec ça et offrir des offres qui sont adaptées. Et ce qui est très intéressant dans le sujet carbone, c'est un sujet, quand on parle de gaz à effet de serre pour une entreprise, ça mesure avec précision la capacité que vont avoir les entreprises à rationaliser leurs matières premières. Donc une entreprise qui émet moins de gaz à effet de serre, c'est une entreprise qui va consommer moins de sable, moins de métaux, moins d'énergie, moins de biomasse. Étant donné qu'on rentre dans un monde sous contrainte, a priori, si on choisit les meilleures entreprises dans ces secteurs, dans des secteurs qui sont essentiels avec cette vision systémique, on peut miser sur le bon cheval, mais ça demande des outils pédagogiques pour expliquer toute la démarche. Très bien, vous étiez déjà en train de répondre à la deuxième question qui est à l'ordre du jour sur l'information, la sensibilisation, et non, pas être désolé, c'est très bien. Je pense que ça assure une continuité dans les propos, justement. Vous autres, participants à cette table ronde, comment vous participez à la sensibilisation, l'éducation, la formation de vos prospects, de vos clients pour les orienter vers des produits qui sont le plus en phase avec leurs attentes, leurs valeurs face à cette complexité et l'étendue de cette offre qui est très large. Alors, chez Second Market, on répond à des problématiques très concrètes de nos clients, puisque nous, ce qu'on leur apporte, c'est déjà la liquidité. Enfin, on essaie de leur amener une solution de liquidité. Donc, des situations très concrètes, c'est
un investisseur qui divorce a une succession à régler, des nouveaux projets à financer, ou dans ces cas-là, l'épargnant peut pas attendre 2 ans pour bénéficier de ces fonds. Donc c'est la première chose qu'on apporte, c'est vraiment la liquidité et la réponse à des situations de vie un peu complexes. Et on le fait à travers un parcours complètement digitalisé, où justement l'aspect digital nous permet d'amener des solutions complètes sur l'accompagnement des acheteurs et des vendeurs à travers des simulateurs, à travers la pédagogie qu'évoquaient d'autres intervenants. Ok, si je comprends bien, vous décomplexifiez le produit par une expérience utilisateur optimisée, fluide et facilitant les transactions. Oui, tout à fait. Ok, très bien. Chez Lead City, comment cela se traduit? Alors, ça se traduit par de 2 façons. La première, c'est qu'on organise beaucoup de webinaires ou des conférences physiques pour pouvoir expliquer aux professionnels du patrimoine les biens fondés de la nouvelle technologie qu'est la blockchain et les instruments financiers qui sont proposés sur cette technologie. Donc vraiment de la pédagogie, de la pédagogie, de la pédagogie. Parce qu'une fois que ces professionnels ont compris, ils peuvent simplement retransmettre à leurs clients une information juste et qui leur permet de notamment proposer de réels conseils. C'est ce qu'attendent. Ce sont des ambassadeurs quelque part. Tout à fait. C'est la raison pour laquelle nous nous concentrons sur les professionnels du patrimoine, donc aussi bien, je l'ai cité tout à l'heure, les experts comptables, les notaires, qui aussi diversifient. Il n'y a pas que les conseillers en gestion de patrimoine, c'est vraiment très large. Beaucoup de professionnels aujourd'hui commencent à proposer du patrimoine financier à leurs clients, investisseurs. Donc ça, c'est un angle de formation pure. Ensuite, le deuxième angle qui est pour nous important, c'est que 90% des questions qui sont posées par la plupart des investisseurs, l'IA peut y répondre, ou des simples bots, parce que c'est souvent de l'information qu'on va rechercher, et l'idée étant de la retransmettre le plus rapidement possible aux investisseurs, qu'ils soient professionnels comme particuliers. Donc ça, 90% est automatisé. Sur l'information sur laquelle on se concentre, c'est les 10% restants, dans lesquels on a un parti pris, c'est de mettre des experts. Alors quand je dis experts, c'est vraiment des personnes au profil aguerri qui peuvent répondre à des questions très techniques. Alors que ça peut être fiscal, patrimonial, la fiscalité étant liée au patrimoine, mais aussi technique sur les cryptos, qu'est-ce que c'est, les différents, tous les jargons techniques, etc. Et mettre un expert au profil aguerri en face de ces questions de niche permet effectivement souvent de transmettre une bonne information et du coup d'avoir un bon conseil au bout de la chaîne. Très bien, merci. Enfin, la parole à Cyrem, vous, comment sur un produit assez innovant que vous proposez, comment vous abordez cet aspect pédagogique, sensibilisation à vos clients sur un marché qui est assez nouveau parce que vous proposez une offre nouvelle sur le marché? Alors oui, bien sûr. Pour mieux répondre à la question, je parle souvent d'un rapport qui s'appelle New Retail Investor, qui a été mené par l'OCDE, qui parle des nouveaux comportements des investisseurs avec des tendances beaucoup plus autodidactes dans la manière dont elles se renseignent sur les nouvelles opportunités d'investissement, un besoin de transparence, on en a parlé tout à l'heure. Et pour répondre à ces enjeux, évidemment, les plateformes donc B2C qui s'adressent directement aux épargnants doivent mettre à disposition suffisamment de ressources à disposition de leurs investisseurs, de leurs prospects, etc. Je pense que nous, la manière dont on prépare ça, c'est très simple au départ. On a une documentation, plusieurs documentations d'ailleurs, une encyclopédie sur les indicateurs des fonds d'investissement immobilier qu'on liste sur notre plateforme. Pour la plupart, notamment pour les SCPI, voilà, c'est quand même un marché qui est quand même assez connu, mais il suffirait qu'on présente des fonds un peu plus innovants à un public un peu plus large pour que ça devienne assez compliqué à comprendre et assez compliqué à suivre.
Et donc, du coup, il y a des enjeux évidemment de confiance. Pour ça, des outils simples et digitaux qui s'adresseraient du coup à ces nouveaux investisseurs retail. C'est tout bête, mais aujourd'hui, les solutions d'investissement qui fonctionnent le mieux, c'est celles qui s'expliquent aussi le mieux. Donc, à travers des chaînes YouTube, des documentations écrites simples, lisibles, claires. Et je pense que c'est le point le plus important, surtout si on veut s'adresser à ces nouveaux investisseurs qui, eux, ne vont pas forcément voir un conseiller en gestion de patrimoine en premier et qui ont comme tiers de confiance en amont des influenceurs ou alors même simplement leurs collègues de travail, etc. Donc, je pense qu'il y a un effort à faire sur la compréhension de à qui on s'adresse et à qui on s'adressera demain, dans le futur. Donc, ces nouveaux investisseurs qui sont beaucoup plus autodidactes, etc. Voilà. Très bien, merci. Vous parliez de qui on s'adresse demain. Tout à l'heure, Eric parlait de produits qui avaient été pris naissance au XIIIe siècle, les produits d'investissement. Justement, je vais me retourner vers vous. On va parler du futur. Vous étiez très loin dans le passé. Demain, quelles seront les tendances, les problématiques, les dangers dans un univers où, on l'a vu, l'offre est large, complexe, où les investisseurs, les épargnants s'y perdent parfois? Est-ce qu'on continuera à proposer du sur-mesure, toujours plus avec une offre toujours plus large? Est-ce qu'il y aura un choc de simplification qu'on peut entendre parler possiblement dans d'autres univers? Comment vous voyez la suite pour les produits d'investissement des épargnants et des investisseurs? Alors, la suite, moi je la vois par rapport à par rapport à des besoins des consommateurs contemporains. Donc c'est d'avoir une stratégie qu'on comprend. Donc on est dans un monde complexe et il faut que la stratégie soit comprise. Donc pour comprendre une stratégie, la pédagogie, elle est complètement essentielle. On est saturé d'informations, donc il va falloir arriver à pitcher rapidement et de faire simple sur des enjeux complexes. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui sont nous on a commencé à innover, c'est l'ergonomie dans la pensée et dans la manière de présenter des sujets complexes. Donc quand vous avez un Jean-Marc Jancovici qui présente, qui fait le parallèle entre la production, le PIB, l'évolution du PIB et la consommation d'énergie, etc. On a des graphiques dans tous les sens qui permettent de comprendre ce qui se passe et les ordres de grandeur. Quand on est conseiller financier, il faut arriver à s'approprier certains concepts qui sont nouveaux, qui n'existent pas pour le moment, de manière à faire deux choses. C'est d'avoir de la valeur ajoutée qui justifie des honoraires de conseil dans un monde complexe, et surtout que le client final comprenne ce qu'il est en train de faire et qu'il ait confiance dans son investissement sur du long terme, même si les marchés dévissent. Donc ça, il y a vraiment deux enjeux de pédagogie à tous les niveaux. Donc nous, on travaille en B2B2C. Et vraiment, l'objectif, c'est d'apporter des outils nouveaux pédagogiques qui permettent de justifier des horaires de conseil dans un monde compliqué. Très bien, merci. Chez Lead City, vous êtes aussi en B2B2C, si j'ai bien compris, parce que vous adressez à des intermédiaires qui vont servir les clients finaux. Est-ce que vous avez une approche similaire? Comment vous voyez aussi cet avenir de l'investissement? Oui, on a une approche similaire parce que c'est vrai qu'avec la pédagogie, ça aurait permis d'éviter beaucoup de crises ou de déconvenues. Si on reprend l'exemple des SCPI qui se revend au gré à gré, on le sait, hein, parce que moi j'ai commencé ma carrière, personne ne voulait entendre parler de SCPI, on est en 99, la crise immobilière est juste derrière. Aujourd'hui, tout le monde l'a encensé. Avec un peu de pédagogie, les mêmes problèmes, en fait, les mêmes problématiques d'il y a 20 ans se reposent aujourd'hui. Donc, c'est amusant. Donc, c'est un manque de pédagogie. En France, on est un des pays où la culture financière est très, très faible. Donc, on part de très, très loin. C'est la raison pour laquelle, dans que ce soit une révolution technologique ou tout nouveau type d'instruments financiers qui est proposé à des investisseurs, que ce soit de nouvelle génération ou de vieille génération, il faut impérativement transmettre une information. Alors cette information, malheureusement, il faut la trier parce qu'il y en a trop aujourd'hui.
On est dans cette ère, c'est l'après Web 2. Hein, on a émergé, on a submergé tout type d'acteurs. Enfin, après Web 1, Web 2, parce que la multitude d'informations qu'on reçoit aujourd'hui est tellement indigeste qu'il nous faut absolument des outils qui vont permettre de trier. Et pour pouvoir les trier, soit on passe par un professionnel, soit on, je sais pas, en tant qu'investisseur final, soit on décide de s'informer avec des outils toujours pédagogiques. Donc, la pédagogie reste le socle de base. Et vu d'où on part en France, je pense qu'on a encore quelques belles années devant nous pour essayer d'évangéliser ce qui est la finance, ce qui est tous les nouvelles technologies ou nouveaux types de véhicules d'investissement. Merci. Peut-être un rebond du côté de CRM ou de Second Market. Deux premières réponses s'orientent autour de sujets de pédagogie, de culture aussi. Il y a le prisme de la culture française, mais aujourd'hui, par l'accès à l'information, le monde est beaucoup plus petit. Est-ce que cet aspect pédagogique, cette approche peut s'inspirer aussi d'autres environnements qui pourraient favoriser cette culture financière, qui pourrait être aider à rendre les sujets plus efficaces, plus pertinents, une meilleure compréhension de l'accès aux produits financiers? Oui, tout à fait. Justement, au niveau de Second Market, on a volontairement retenu des codes sur la plateforme. Si vous pouvez aller voir sur secondmarket.fr, on s'est inspiré directement du Bon Coin ou de Vinted. C'est dans une logique de place de marché, puisque c'est ce qu'on crée à travers ce marché secondaire. Donc la pédagogie, l'appropriation des codes justement qui sont communs à tout le monde est importante dans le développement de la culture financière. En termes de vision plus long terme, donc aujourd'hui on s'attaque au marché des SCPI classiques et notre ambition c'est de toucher d'autres niches de l'investissement immobilier relativement peu liquides, le démembrement, le viager et peut-être les parts de SCI et les club deals. Donc, avec justement cette vision d'être un marché secondaire pour les investissements immobiliers relativement peu liquides. Très bien, et on va passer la parole à Élie. Vous êtes peut-être l'entreprise la plus jeune autour de cette table ronde. Vous êtes de facto, vous projetez dans le futur. Comment vous construisez votre structure, peut-être autour des éléments qui ont été partagés ici, peut-être autour d'autres points qui vous sont plus propres. Expliquez-nous. C'est plutôt bien tombé parce que on partage un point commun. CRM partage un point commun avec chacune des entreprises à table ronde. Déjà, on essaye de faire un effort sur. On va essayer de créer un système de notation entre SCPI concernant leur consommation, donc l'aspect RSE, etc. Pourquoi? Parce qu'un simple label ISR, aujourd'hui, ne suffit plus forcément. Un label ISR, ça veut et ça. On précise peut-être pour les gens qui sont dans la salle, label ISR. C'est un label investissement socialement responsable qui tamponne un fonds d'investissement sur sa capacité à consommer le moins possible, tant dans l'énergie, dans les déchets, etc. Donc déjà ça. Ensuite, nous, dans notre épreuve pour fluidifier l'investissement, on utilise la blockchain. C'est de toute manière, on sait que dans le futur, ça va être l'infrastructure financière de demain. On en parlait tout à l'heure avec la tokenisation. On sait que on se dirige vers ça. Les grands fonds américains commencent. Ça n'est même plus de la recherche et développement. Aujourd'hui, c'est déjà des proof of concept qui ont été mis en place. Donc, du coup, il faut forcément s'y conformer, même nous, à notre échelle. Ensuite, évidemment, on partage un certain nombre de problématiques aujourd'hui avec la SCPI. C'est vrai qu'un produit
avec des erreurs qui se répètent, c'est vrai qu'il y a un moment où il faut peut-être essayer soit de les concevoir différemment, soit d'essayer d'imaginer les futurs véhicules d'investissement. Et je pense qu'on a une responsabilité, nous, en tant que distributeurs de produits, d'influencer les sociétés de gestion, et de toute manière, et dans la globalité, le marché, à ce qu'il s'adapte au monde qui évolue et à la demande. Donc voilà, s'il faut retenir quelque chose, c'est bien voilà, aller vers plus de fluidité pour l'investisseur final, moins d'intermédiaires, même si ça fait mal aux intermédiaires, et aller vers plus d'éducation, d'éducation financière. C'est incroyable. C'est vrai qu'on part de très loin. Les différents rapports, que ce soit de l'AMF ou même à l'échelle européenne, on voit qu'en France, on est un peu en retard. Et donc voilà, il y a forcément des efforts à faire là-dessus. Il suffit qu'une chaîne YouTube qui s'appelle Finari, qui parle de finances personnelles, bon bah voilà, commence à exploser en ce moment parce que bah les gens ont une réelle prise de conscience que bon bah voilà, dès qu'on a un peu d'argent de côté, aller voir son banquier, c'est pas forcément la meilleure solution parce qu'on appelle ça un conseiller, mais c'est plus un commercial. Voilà. Prendre en main ses finances, ça n'est pas quelque chose qui est réservé forcément à son conseiller, ou alors ça peut être très pratique. Je suis aussi conseiller en investissement financier, hein, pour préciser. Ça peut être très pratique sur des sujets complexes, mais bon, voilà, le monde évolue, donc il faut évoluer avec lui à notre échelle. Très bien, merci. Peut-être dernière question pour reboucler cette séquence. On a beaucoup parlé de besoin d'information, de sensibilisation, de pédagogie. On vit dans un univers qui est fortement digitalisé. Peut-être un partage chacun d'un cas d'usage que vous appliquez pour favoriser cette éducation de vos clients, de vos prospects, cette accessibilité à vos produits. Christophe? Sur Second Market, l'ensemble du processus est digitalisé de A à Z. On est sur un processus où une partie se passe sur la plateforme et puis une autre partie avec l'intervention d'un notaire, mais malgré, enfin, le notaire peut faire penser à quelque chose d'un peu ancien, mais aujourd'hui, on est sur quelque chose qui peut se passer 100% en ligne. Et l'outil digital nous permet d'amener l'information au bon moment. C'est-à-dire qu'on n'est pas à fournir un manuel de 20 pages ou plus, mais ça nous permet d'avoir une interaction avec les vendeurs et les acheteurs à chaque étape pour fournir une information de façon claire aux clients. Très bien. Je vais passer la parole à Jean-Baptiste chez Letiti. Vous avez entendu la notion de bot qui est utilisée. Est-ce que vous pouvez l'expliciter? Comment vous l'utilisez? Dans quel cadre? On utilise de plus en plus de bots, que ce soit pour les traitements internes de données et puis côté aussi client. Et je dirais l'élément, on revient, nous, pour la pédagogie, sur des propositions de services très basiques. Alors, un exemple, Legity, on a décidé d'être partenaire d'un concours d'allocation d'actifs crypto à destination des conseillers en gestion de patrimoine. Alors, c'est-à-dire qu'on a confié 1 million d'euros en virtuel. On aurait aimé autrement, mais c'était en virtuel, où on laisse la possibilité aux conseillers en gestion de patrimoine de choisir différentes cryptos, aussi des actions, des SICAF en commande placement, donc différentes classes d'actifs. On a aussi ajouté quelques matières premières et l'immobilier. Et ça, pour nous, c'est un bon axe pédagogique. Parce que, l'expert patrimonial touche, alors c'est un jeu, on s'amuse, mais il touche vraiment les nouvelles classes d'actifs. Il voit comment construire un portefeuille avec cette nouvelle classe d'actifs. Donc, c'est un bon moteur pour pouvoir démocratiser cette classe d'actifs auprès de cette typologie de clients qui sont les conseillers en gestion de patrimoine. Le concours a aussi un effet, c'est l'avantage d'un jeu, de créer une dynamique dans cette profession autour de cet outil pédagogique et un moyen pour eux de valoriser leur expertise. Donc, c'est très ancien ce que les jeux
il y a 20 ans, on en faisait des jeux boursiers, ça existe depuis longtemps, depuis Internet et même avant, je pense que ça existait. Donc c'est pour nous un des moteurs classiques, vraiment basiques, sur lesquels on s'appuie pour avoir un axe pédagogique auprès de ces professionnels. La formation par la gamification. Tout à fait. Très bien. Élie, vous parliez de chaîne YouTube. Vous aussi, c'est des choses que vous envisagez, que vous appliquez pour CIREM ou d'autres canaux de formation? Alors oui, absolument. Oui, c'est vrai, j'ai parlé de YouTube. C'est simple, pour moi, c'est YouTube et de toute manière les réseaux sociaux, mais je veux dire le format vidéo, que ce soit vertical ou alors vidéo. Aujourd'hui, quand on veut se renseigner vraiment sur un sujet, c'est beaucoup plus qu'un réflexe qu'avant d'aller regarder des experts en parler. Aujourd'hui, YouTube, c'est plus seulement du divertissement. On se renseigne énormément là-dessus. Donc oui, on est en train de lancer une chaîne YouTube CIREM. Donc déjà pour c'est sur des sujets beaucoup plus complexes. Il y a énormément de super success stories. Je pense à logiciel comptable Dougs. Donc la comptabilité, c'est pas fun à faire quand on gère une boîte. Utiliser un comptable en ligne, ok, c'est une superbe solution, mais il faut pouvoir être guidé. Et sur ces mêmes thématiques d'expérience utilisateur, avoir une chaîne YouTube ou alors même un catalogue de vidéos en fonction des problématiques qu'on a sur sa plateforme, en fait, c'est génial. Et on voit que parfois, c'est vraiment le point qui fait réussir une boîte, c'est cette expérience utilisateur et c'est cette capacité à expliquer rapidement quelque chose de complexe. Pendant qu'on est en train d'expérimenter l'interface sur l'application Alan, par exemple, c'est une super success story, Alan, française, dans le monde de la science maladie, et c'est pour cette même raison, c'est parce que l'expérience utilisateur est une réussite. Et c'est parce que c'est une réussite que la société est une réussite. Parce qu'ils n'ont pas forcément réinventé la roue, etc. Ils ont simplement été meilleurs et ils ont permis à tout le monde d'utiliser cet outil-là de manière beaucoup plus facile et surtout que les gens le comprennent facilement, comprennent leurs droits, comprennent leurs capacités, etc. et comprennent l'environnement dans lequel ils évoluent. Alors une question complémentaire pour vous, Élie. Vous parlez de vidéos, de contenu pédagogique. Vous faites appel à YouTube, qui est une vieille plateforme quelque part aujourd'hui. À l'heure où les plus jeunes générations passent leur temps sur TikTok, sur Snap qui est arrivé en France hier avec son inauguration. Est-ce que ces canaux de communication sont aussi des canaux de demain pour de nouvelles générations qui souhaiteraient épargner, investir sur des produits, ou se pose aussi sur ces canaux-là la question de leur légitimité? Avoir votre point de vue là-dessus. Ouais, bien sûr. Je pense que déjà oui, c'est vrai, une approche multicanal c'est beaucoup mieux. Je disais tout à l'heure que donc YouTube, une vieille plateforme 2007, si je me souviens bien. Au départ, c'était du divertissement et au fur et à mesure, on a vu que des segments de création de contenu autour beaucoup plus professionnels. Et pourquoi pas envisager la même chose pour les autres réseaux sociaux. Après, je pense que c'est un peu tôt et qu'il faut bien choisir sa cible parce que c'est rarement vers les plus jeunes qu'on va aller parler d'épargne et d'investissement. Mais oui, pour rebondir là-dessus, YouTube, c'est pas forcément notre métier en fait de faire de la pédagogie. Notre métier c'est de proposer une offre, mais c'est vrai que ça rentre de plus en plus dans notre métier, notamment à cause de ce que j'ai dit, à cause ou grâce de cette nouvelle génération d'investisseurs qui veut plus de transparence, qui veut un peu plus comprendre et qui veut un peu moins entendre. N'essayez pas de comprendre, c'est de la finance. Même si, bien sûr, peut être partagé sur le sujet. Évidemment qu'on n'a pas besoin de comprendre tout avant d'investir dans le CAC 40. Peut-être que j'ai pas besoin d'éplucher la comptabilité des 40 entreprises. Évidemment, on parie plus sur une idée. Je pense que pour l'épargne, alors il faut suffisamment se renseigner sur les solutions existantes, etc., sur comment diversifier, comment créer une allocation. Mais c'est vrai que
la question de comment on s'adresse à eux, du coup, devient très importante à ce moment-là. Très bien, merci. Ben justement, ça me donne l'occasion de poser la dernière question de cette séquence à Eric. On a parlé de pédagogie, de capacité à donner un accès à la formation, du fait que vous êtes tous des professionnels de l'investissement, de l'épargne, que vous n'êtes pas forcément des communicants de base, des professionnels de la communication. On peut être très bon communicant sans être un professionnel de la communication. Comment vous le gérez chez Chloé in the Sky au quotidien, ce besoin d'information, de pédagogie, de formation, de sensibilisation, sans vous être, que ce soit votre métier originel, hein, quelque part? Ça, Antoine, c'est une bonne question. Et c'est vrai que les jeunes générations sont super balèzes là-dessus. Et il y a de plus en plus oui, on est tous d'accord que la demande et l'exigence augmentent. Donc, il va falloir être stratégique dans la manière de présenter des informations diverses et variées. Donc, en fait, chez Chloé, c'est vraiment une obsession de la présentation et de l'ergonomie de présentation. Donc, par exemple, nous, on utilise beaucoup une méthode ergonomique de présenter un investissement par une rosace. Donc, la question qu'on se pose toujours, c'est de quoi on a besoin pour fabriquer toute chose. Et à ce moment-là, cette rosace qui est interactive permet d'avoir accès à toutes les entreprises, des focus industriels, ce qui est très intéressant puisque en fonction des secteurs industriels, les défis ne sont pas du tout les mêmes. Extraire des métaux, la chimie qu'on appelle la mère des industries ou le fret maritime. Les défis industriels sont colossaux et complètement différents sur des critères, par exemple ESG. Les défis ne sont pas du tout les mêmes. Et donc nous, on explique tout ça et aussi faire des focus industriels et présenter les entreprises et le positionnement par rapport à ces défis industriels. Donc c'est ça, c'est d'arriver à manipuler et à faire simple sur des enjeux complexes. Et là, tous les outils et le jus de cerveau nécessaire pour arriver à le faire le plus simplement possible est la bienvenue. Donc, on travaille complètement là-dessus. Très bien. Merci à vous quatre pour ces 45 minutes passées ensemble. Peut-être qu'il y a quelques questions ici ou à distance. Peut-être n'hésitez pas. Si vous avez des questions sur les offres produits et sur l'aspect, on va dire, j'allais me tromper, enfin, éducation ou en tout cas acculturation. Ouais, merci. J'ai une question sur les actifs illiquides qu'on veut rendre liquides. Donc, deux techniques que vous avez présentées: plateformiser, mettre en relation des acheteurs-vendeurs, tokeniser. Une solution donc technologique. S'agit-il exactement du même actif, notamment ma question sur la partie tokenisation? C'est vrai que les régulateurs ont tendance à considérer que détenir un actif tokenisé, c'est la même chose que détenir un actif, enfin l'actif tangible, comme vous l'appelez. Est-ce vraiment le cas? Est-ce le cas sur certaines classes d'actifs et pas sur d'autres? Enfin, quelle est votre analyse là-dessus? Alors, merci. Effectivement, la question intéressante. Alors, sur l'évolution, la réglementation aujourd'hui des actifs tokenisés, donc tout ce qu'on entend par blockchain, s'oriente vers, en fait, c'est un glissement vers MIF, MIF 2, donc MiCA, qui est la nouvelle réglementation pour notamment réguler tous les actifs, les acteurs, ce qu'on appelle les PSAN actuels, donc les prestataires de services d'actifs numériques actuels en France, vont basculer sur un agrément qu'on appelle MiCA. Ça va exactement avoir les mêmes contraintes que MIF 2. Donc, c'est-à-dire qu'on va considérer un actif tokenisé comme un asset, comme un instrument financier, et donc le traiter de la même façon. Alors, c'est la manière dont on lit la réglementation aujourd'hui, elle va évoluer, ça c'est évident. Mais pour le moment, un actif tokenisé, il est un peu... il devrait être considéré comme un actif traditionnel, mais il est un peu entre les deux. Donc, notre interprétation chez Legity, c'est de considérer ces actifs tokenisés comme un instrument financier classique, et la réglementation tend vers cela, et actuellement de cette façon,
mais on peut interpréter en fonction de l'actif tokenisé d'une certaine manière. Donc, je réponds avec une réponse un peu de jésuite, hein, c'est oui et non, c'est que aujourd'hui, les textes de loi sont pas hyper clairs sur l'ensemble des actifs tokenisés, mais il semblerait que ça s'oriente comme IF2, voilà, plutôt le présenter de cette façon. Mais il y a encore beaucoup d'interrogations, parce que quand on parle d'actifs tokenisés, il faudrait aussi voir les rendements relatifs à ces actifs tokenisés, qui aujourd'hui, la réglementation ne traite pas du tout de cette partie-là. Et pourtant, il devrait, puisque c'est un vrai sujet. Alors, c'est ce qu'on entend notamment par toutes les offres de stacking avec des rendements sur des actifs numérisés, enfin des actifs numériques. Donc, il y a encore beaucoup d'interrogations et la réglementation n'a pas répondu à tout. Alors, tant mieux et tant pis, mais nous, on voit, comme nous sommes chez les GT des financiers traditionnels, on a tendance à anticiper la manière dont ça pourrait être interprété par les autorités de tutelle en essayant non pas de laver plus blanc que blanc, c'est-à-dire faire de la réglementation avant la réglementation, parce qu'elle est suffisamment lourde et difficile à digérer pour des entreprises technologiques. Néanmoins, on préfère un peu anticiper en considérant donc ces actifs tokenisés comme des actifs traditionnels classiques. Et peut-être en complément sur Second Market, nous on est dans une logique de transaction de gré à gré, donc la nature du produit change pas, l'actif reste la même. Si je puis me permettre sur les actifs, sur la partie tokenisée, on peut envisager le fait que la part d'alternative dans les fonds réglementairement devient quelque chose qui est considéré et qu'à terme, potentiellement, ça sera la porte ou l'ouverture qui permettra d'intégrer une poche de diversification et les différents supports qu'il peut y avoir, que sont les crypto-natifs, non pas les stablecoins, mais les crypto-monnaies en tant que telles, hein, les stables et une partie des tokens, avec effectivement la problématique du stacking qui n'est pas perçue ou en tout cas traitée ou considérée encore aujourd'hui comme un instrument financier en termes de valeur mobilière et dividendes et rendements. Enfin, le stacking n'est pas un dividende. Ouais. Non, le stacking n'est pas un dividende, parce qu'en fait, c'est quoi? C'est le règlement livraison. Enfin, on va pas débattre sur la blockchain, c'est pas l'objet de cette conférence. Néanmoins, il y a un élément qui est important, c'est que dans les actifs tokenisés, demain, on pourra tout tokeniser. C'est-à-dire, je pourrais tokeniser une voiture de collection, une montre, donc des actifs aujourd'hui qui sont pas du tout, enfin, physiquement difficilement divisibles. Et on pourra, en les tokenisant, être copropriétaire même d'un Basquiat en passant par, j'ai cité des voitures de prestige, de collection. Donc, dans les actifs tokenisés, il n'y a pas que les cryptos, les fonds tokenisés, quelques actifs dont on parle aujourd'hui. Il y a un potentiel, et c'est l'avenir, d'actifs tokenisés qui est colossal. On pourra même tokeniser un démembrement de propriété, on pourra tokeniser sa propriété. Donc, on peut vraiment imaginer que demain, les actifs tokenisés, ce seront des assets à gérer. Donc, qui géreront ça? Ce seront des sociétés de gestion, comme des sociétés de gestion aujourd'hui gèrent des instruments financiers classiques. Donc, il y a encore beaucoup de réglementations et d'éléments à venir qui sont aujourd'hui dans lesquels on n'a pas de réponse. Mais il y a de fortes probabilités que ce soit géré comme les instruments actuels en finance traditionnelle. Très bien. D'autres questions? Sinon, il me reste à vous remercier pour votre participation et fort intérêt pour cette conférence. Merci à tous. Merci. Merci à vous. Donc, effectivement, comme en mot de la fin, encore beaucoup d'innovations dans le domaine financier, alors à travers la tokenisation et autrement. Donc, restez avec nous. Donc, ce webinaire sera rediffusé, sera accessible en replay sur la chaîne YouTube, forcément, du pôle finance innovation sous peu.
Merci, merci d'être venu ce matin et de nous avoir suivis en ligne. Excellente journée. Au revoir.